Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. En ce mois de janvier, nous accueillons sur le plateau des élus pour faire le point sur 2017 et sur les projets pour 2018. Aujourd'hui, ce sont Evelyne Firtion, conseillère départementale, et Jean-Claude Cunat, vice-président du conseil départemental. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous donnerai la parole plus largement tout à l'heure. On va parler de plein d'autres thèmes et notamment, il n'y a pas que les vœux qui sont de saison, malheureusement la grippe aussi. Marie vous dévoilera les commentaires des internautes tout à l'heure. Coucou Marie. Salut. Et puis pour le moment, on va commencer cette émission en rejoignant Uranie Tozic dans les locaux de Radio Mélodie. Uranie, bonjour. Raconte-nous, que se passe-t-il au sein de la radio locale ? Bonjour Julia, alors comme tu peux le voir derrière moi, c'est une très grosse ambiance. Toute l'équipe de Radio Mélodie est là et puis il y a également un invité tout particulier qui s'est rendu dans leurs locaux aujourd'hui. On l'a connu en décembre 2016 avec un clip sur YouTube. Je pense que si vous êtes lorrain, vous avez certainement dû entendu parler. Il s'agit des Patelins lorrains. Je parle bien évidemment d'Alphonse Chiera, alias Alf Lorraine, qui est venu dans les locaux de Radio Mélodie pour tourner son nouveau clip. Bien sûr un projet rempli d'humour, toujours de bonne humeur, avec son personnage parodique qu'on connaît bien. On aura d'ailleurs la chance de lui parler tout à l'heure, avec aussi le journaliste Cédric Kempf qui est porteur de projet. Un petit mot pour la fin ? 2 mots même. Radio Mélodie, Mosaïque, ça fait 3, désolé. À tout à l'heure. Ok, effectivement, chouette ambiance. On retournera tout à l'heure à Radio Mélodie pour la partie interview. Pour le moment, on fait le tour de l'actu du secteur en 60 secondes. Plus de peur que de mal au lycée Jean de Pange. Vers 12h30, un grand fracas jette le trouble dans la cour du lycée. Une partie du garde-corps s'est décrochée, entraînant avec elle l'ensemble de la structure métallique ainsi qu'une partie du parapet en béton. L'incident est survenu sur le lieu de passage des 1300 élèves et professeurs vers le restaurant. Aucun blessé n'est à déplorer, un miracle selon certains. Le TGI de Sarreguemines ne fermera pas ses portes. Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a annoncé hier sa décision concernant les différentes institutions juridiques de Sarreguemines, Metz et Thionville. Menacées de fermeture, leur maintien n'est désormais plus remis en cause. Le TGI de Sarreguemines restera donc accessible aux justiciables. La fin du bonus pour le vélo électrique désarçonne. Grâce à l'engouement pour ce type de vélo et la prime de 200 € accordée par l'État, plus de 200 000 unités ont été vendues en 2017. Ce marché du vélo à assistance électrique croît en moyenne de 30% par an depuis 10 ans. La suspension de la prime risque fort de freiner la belle dynamique. 29 cas d'overdose mortelle en Sarre en 2017. Le chiffre n'est hélas peut-être pas définitif. La prévention, l'empêchement de la vente par une présence policière sur les lieux fréquentés par les dealers et la répression pure et dure sont les 3 axes de l'action actuelle de la police contre ces trafics. Un réseau de chaleur biomasse à Sarreguemines. Il permettra de chauffer des bâtiments publics, les hôpitaux, des immeubles, des industries. Il sera construit et exploité par Dalkia. Sa mise en service est espérée fin 2019. Il sera alimenté par plus de 60% d'énergie renouvelable. 18,5 km de canalisation sont à créer. Son coût est estimé à 24,4 millions d'euros. Mosaïque vous propose demain un dossier complet sur le sujet. Et côté météo, les flocons font leur retour demain. C'est du moins ce que va nous dire Sandrine d'après les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, il fera encore plus frais et toujours instable. Le vent fort soufflant de 60 à 80 km/h va ramener des nuages porteurs d'averses parfois musclés. Elles donneront de la pluie, souvent mêlée à de la neige, voire par moments uniquement de la neige fondante. Côté température, les minimales iront de 1 à 3 degrés, les maximales de 4 à 6 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 17 janvier, nous fêtons les Roselines. Le soleil nous accompagnera de 8h18 à 17h05. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur Mosaïque.
Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. À Grosse-Blie, la police municipale est armée de caméras. Rachel Reuss, brigadier chef principal, vient d'ajouter un nouvel équipement à son uniforme. Depuis quelques jours, elle peut utiliser officiellement une caméra piéton. Mais ce n'est pas un jouet. La policière municipale ne fait pas ce qu'elle veut avec ce dispositif. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette caméra piéton n'a pas été réellement mise en route pendant le tournage de ce reportage réalisé par Uranie Tozic et Morane Grandcola. Souriez, vous êtes filmé. Rachel Reuss, seule policière à Grosse-Blie-d'Erstroff, peut maintenant s'équiper d'une caméra piéton avant toute intervention à risque. Un dispositif qui a déjà fait ses preuves dans différents services des forces de l'ordre. C'est pourquoi le maire et le conseil municipal de la commune n'ont pas hésité à intégrer ce nouvel équipement dans le quotidien de la policière. La caméra, là, elle est allumée en ce moment. Par contre, quand maintenant il y a une intervention qui va être effectuée, donc là, en fait, je vais appuyer sur le petit bouton et bien sûr, je vais vous avertir, je vais vous dire « Bonjour, maintenant, vous êtes filmé et enregistré ». Ça nous permet de voir vraiment de façon objective, sans filtre, sans rien, la situation telle qu'elle est. Et pas déformée ou quoi que ce soit. Mais elle n'en fait pas ce qu'elle veut. L'utilisation de la caméra doit intervenir sur des événements ponctuels pour attester à la fois des circonstances mais également de son travail consciencieux. Jet de bouteilles sur la voie publique, intervention sur un accident de la route ou encore avertissement pour mauvais stationnement, les situations sont multiples pour justifier la mise en route de la caméra. On simule maintenant, on va sur une intervention, par exemple maintenant des vendeurs de nougat ou des vendeurs à la sauvette, rue de Sarrebruck, comme ça arrive régulièrement. Nous allons mettre les gyrophares, le 2 tons et quand je pars, j'appuie sur ma caméra. Les images sont ensuite stockées dans un logiciel, puis supprimées tous les 6 mois. Même pour cette étape, Rachel Reuss n'est pas habilitée à utiliser ou revoir les séquences prises pendant son service. Le dispositif en lui-même sert avant tout de sécurité juridique. Ceux qui ont le droit de regarder les images, c'est surtout les gendarmes et la justice. Moi, personnellement, je ne peux pas regarder les images, c'est pas un jouet, donc quand il y a une procédure ou quoi que ce soit, ça sera vraiment de mon propre fait, je devrais transcrire ce que j'ai vu. Mais par contre, je n'ai pas le droit de m'appuyer sur les images. Je n'ai pas accès aux images. La policière espère également que la caméra pourra apaiser ou dissuader les usagers dans certains cas. D'ailleurs, elle n'hésite pas à aller auprès de la population pour expliquer les objectifs de cet outil, car pour Rachel Reuss, l'honnêteté et la courtoisie sont indispensables pour exercer ce métier. Tout autre sujet, la drogue fait des ravages et tout particulièrement en Sarre. Le recensement du nombre d'overdoses mortelles en 2017 n'est pas encore terminé, qu'il fait déjà peur. Christelle Jambon et Thomas Drouin sont allés enquêter à Sarrebruck. 29 morts par overdose en 2017 en Sarre, et ce nombre peut encore évoluer. C'est 2 de plus que l'an dernier, mais 21 qu'en 2014. Une hausse impressionnante qui interroge. Pour en savoir plus, direction les bureaux de la police sarroise, d'où sont issues ces statistiques, des policiers qui suivent de très près le marché des stupéfiants en Sarre. Nous avons des lieux liés à la drogue près de l'église Saint-Johann. À côté de ça, il y a naturellement la zone de la gare. Aux alentours du Burgerpark et du Palais des Congrès, il y a aussi des endroits isolés où l'on trouve des drogues dures. Cette hausse des overdoses mortelles correspond aussi à une augmentation de la quantité de drogue que l'on peut se procurer. Une situation qui n'est d'ailleurs pas propre à la Sarre, mais que l'on retrouve aussi dans toute l'Allemagne. Le marché des stupéfiants est quant à lui mondial. Héroïne afghane, cocaïne colombienne et Subutex français. On sait que ce médicament de substitution est dealé ici. Ce n'est pas très cher à acheter en France. Ce n'est pas un grand investissement pour les dealers qui viennent le revendre en Sarre. La prévention, l'empêchement de la vente par une présence policière sur les lieux fréquentés des dealers et la répression pure et dure sont les 3 axes de l'action actuelle de la police contre ces trafics. Toutefois, la situation en Sarre est avant tout un problème de santé publique et les toxicomanes des malades et non des délinquants. Béatrice Gospodinov, addictologue, précise que 75% des malades addicts de stupéfiants sont d'abord des malades qui relèvent de la psychiatrie. L'addiction étant une conséquence d'une dépression, de syndrome d'hyperactivité ou d'angoisse. Nous avons un malade psychiatrique qui est en plus dépendant. Nous traitons la dépendance et nous ne trouvons souvent pas assez de médecins psychiatres pour traiter la maladie psychiatrique.
Et cette maladie psychiatrique, elle remonte pendant notre traitement parce qu'ils ne sont plus sous drogue. La solution passerait donc avant tout par la prévention, parallèlement au suivi et au traitement des toxicomanes. Un discours que l'on retrouve aussi du côté des autorités publiques sarroises face à ces chiffres d'overdose mortelle en hausse. Chaque mort par overdose est une mort de trop. Nous avons lancé un programme en décembre, le projet Naloxone. La naloxone est un antidote des opiacés qui empêche les arrêts respiratoires résultant d'une intoxication par drogue illicite. Le ministère sarrois de la Santé ne voit toutefois pas ce projet comme une panacée. Il peut aussi, depuis 1992, s'appuyer sur un autre dispositif très particulier, le Drogehilfezentrum. En français, on parlerait de salle de shoot, un lieu dans lequel Mosaïque a pu pénétrer pour en comprendre le fonctionnement. Et vous pourrez bientôt voir le reportage complet sur le Drogehilfezentrum sur Mosaïque. Pour le moment, on s'intéresse à un sujet beaucoup plus léger, les bateaux. Pendant l'hiver, ils sont à l'arrêt et à cause du froid, les plaisanciers sont obligés de mettre leur embarcation hors gel. Ils coupent les circuits d'eau et bâchent leur bateau en attendant évidemment le printemps. Explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Les motards ne sont pas les seuls à ronger leurs freins en hiver, les plaisanciers aussi attendent le printemps avec impatience. Avant la hausse des températures, ils protègent leur bateau du gel. Au début du mois d'octobre, on hiverne nos bateaux, c'est-à-dire qu'on vide tous les circuits eau, que ce soit circuit refroidissement moteur ou même l'eau sanitaire dans les bateaux. Par exemple, ici, j'ai la trappe douche, donc tout est hiverné, on n'a plus d'eau, voilà. Ce qui évite le gel. Ainsi, il n'y a pas d'eau qui risque de geler. Par conséquent, les robinets ne risquent pas de se casser, ni les joints de se détériorer. Au niveau du moteur, l'évacuation de l'eau est particulièrement importante pour éviter tout risque d'éclatement. De la même manière, le bateau étant bâché, on a calfeutré les aérations pour éviter le froid dans la cale moteur. Voilà. Donc, et ça, en été, au printemps, on enlèvera tout ça. C'est pour éviter le froid dans la cale. Le retour à la normale est prévu mi-mars. À l'extérieur aussi, les bateaux bénéficient de protections particulières. Les amarres ont été doublés. La pauline a même été attachée directement à la rive avec des câbles en acier. Les pontons, quant à eux, s'adaptent au niveau des eaux. On a des bracons ici, comme vous voyez, qui permettent, donc des bracons de 6 mètres, qui permettent aux pontons de remonter comme la SAR monte. Donc les bateaux, les pontons, tout est entraîné par ça. Donc ils flottent, il peut monter à 6 mètres au-dessus, sans aucun problème. Simplement, on ne pourra plus monter sur les pontons, bien entendu. L'accès, d'abord, n'est plus accessible et deuxièmement, je fais une interdiction de monter sur les pontons parce que c'est trop dangereux, comme on a pu voir le courant très important de la Sarre les derniers jours. Il y a peu de risques que les bateaux soient emportés par l'eau, car pour cela, il faudrait que tous les amarres lâchent. L'ensemble de ces précautions extérieures évite que les pontons partent avec le courant. Et on retourne à Radio Mélodie où Uranie assiste au tournage du clip d'Alphonse Kierra. Oui, alors comme promis, je me trouve avec Alphonse Kierra qui va répondre à quelques petites questions. Déjà, pourquoi être venu à Radio Mélodie ? Alors Radio Mélodie, tout simplement pour y tourner un clip vidéo. C'est un clip qui parle vraiment de Radio Mélodie, d'un homme toxicomane, on va dire en gros, toxico de Radio Mélodie. Il en a mal à s'en défaire et donc ses oreilles, elles sont sous l'emprise de Radio Mélodie. Il écoute ça tous les jours et j'ai voulu faire un clip là-dessus en fait, un clip un peu marrant comme d'habitude quoi. Et alors le personnage que vous avez arboré dans la première vidéo, il est de retour ? Il est toujours là, c'est le même, c'est le Alf Lorraine. Après ce sera plus vraiment, il y aura des parties tournées dans le 77. Des parties tournées en Lorraine, mais ça sera toujours dans la même ambiance, clip assez marrant, et puis voilà quoi, histoire de faire kiffer un petit peu tout le monde en Lorraine quoi. Et alors ce projet, il y a eu des étapes ou pas ? Oui, il y a eu des étapes. On s'était mis d'accord avec Cédric d'abord de Radio Mélodie, puis on se parle assez souvent en SMS, donc il m'avait proposé de faire un petit jingle pour Radio Mélodie, et moi je lui ai dit non écoute, un jingle ça suffira pas, moi je veux te faire un son. On l'a fait et voilà, donc voilà, c'est pour vraiment s'amuser sur Radio Mélodie quoi.
Ok, merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous parlez de Cédric. J'ai une petite question aussi. Qu'est-ce que ça apporte, ce projet à Radio Mélodie ? C'est que du plus, hein. C'est du bonheur d'avoir Alphonse Kira. On a pu voir que son clip, les patelins lorrains, ont bien marché. Donc ça s'est fait naturellement et c'est un plus pour nos auditeurs. Pour nous, c'est les 30 ans de Radio Mélodie. Donc c'est un petit plus, tout simplement. Et alors, l'équipe a été intégrée au clip ? Ah oui, tout à fait. Donc on nous verra dans le clip. Hein. Tous les membres de l'équipe seront justement dans le clip. Et c'est bien puisque justement, on ne voit pas les visages des gens de la radio. Là, ce sera l'occasion de les voir. Donc un projet, donc quelques scènes qui ont été tournées aujourd'hui, puis un projet que vous pourrez peut-être voir d'ici février, voire maximum mars. Merci Uranie, effectivement on aura peut-être l'occasion de le montrer. On se retrouve dans un instant pour la question du jour et l'interview de début d'année d'Evelyne Firtion et Jean-Claude Cunat. A tout de suite. Au quotidien, une main peut contenir et transmettre plusieurs milliers de microbes. Face à la grippe, 3 gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Utilisez un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser. Jetez vos mouchoirs usagés dans une poubelle, puis lavez-vous les mains. Mais Jackie, dépêche-toi, on a rendez-vous à la passante d'audition. Mais Martine, on n'a plus besoin d'y aller. J'ai fait moi-même mes prothèses auditives. Oh, n'importe quoi. Faites confiance aux experts de la passion de l'audition. Épidémie de grippe, c'est malheureusement de saison et ça nous a inspiré pour la question du jour. Regardez. L'épidémie de grippe a gagné toutes les régions de France et touche tout le monde. Quels sont vos réflexes pour y échapper? Est-ce que vous vous êtes fait vacciner? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie, première question, est-ce que nos internautes sont vaccinés contre la grippe? Alors certains oui, Ursule nous a répondu « Moi oui, j'étais trop malade l'année dernière ». Isabelle aussi, elle nous a écrit « Moi je suis vaccinée, en même temps dans mon métier vaut mieux ». Elle est auxiliaire de vie, donc elle rencontre tous les jours beaucoup de monde. Et Karine nous a répondu « Moi j'ai pris un vaccin homéopathique prescrit par le médecin à prendre en prévention sur 3 semaines, puis 2 doses par mois ». Et Michel, elle nous a dit « J'aurais dû le faire aussi, je suis au lit ». Alors on lui souhaite un prompt rétablissement. D'autres internautes ont fait le choix de ne pas se vacciner. Sylvie nous a écrit « Je n'essaie pas d'y échapper, je pense vivre sainement, comme je le pense, et sans être obnubilée, et si possible avec 0 médicament ». Et René nous a répondu « J'estime que le corps doit produire les défenses immunitaires contre ces virus ». Evelyne Firtion et Jean-Claude Cunat, je me tourne vers vous. Est-ce que vous êtes vaccinés contre la grippe? Personnellement, non. Alors moi non plus, on n'a pas, bien qu'on soit en contact avec beaucoup de monde, peut-être d'ailleurs est-ce une façon de s'immuniser aussi, d'aller à la rencontre des virus. Nous touchons du bois, pour l'instant ça se passe bien, nous arrivons à fonctionner sans être encore au lit, j'espère que ça va durer. Alors vous êtes du coup comme beaucoup de nos internautes à ne pas vous faire vacciner. Ceci dit, nos internautes, ils ont quand même des petites astuces pour essayer d'échapper au virus. Oui, et le premier conseil, c'est de ne pas surchauffer sa maison. Fabio nous a écrit, c'est-à-dire 20 degrés dans le salon et 16 dans la chambre. Pour Laura, c'est pratiquement pareil. Je gère la température de ma maison à 21 degrés la journée dans la grande pièce à vivre. Sinon, les chambres, c'est 20 degrés la journée et 18 degrés la nuit. Laura a encore d'autres conseils. Je fais une cure pendant l'hiver pour aider mon corps à lutter contre les microbes. Je sors le plus possible. J'évite le contact direct avec des personnes qui sont malades. Et pour finir, je me lave très souvent les mains. Fabio aussi a d'autres astuces. Il nous a répondu « Faire du sport par tous les temps. N'ayez pas peur de courir sous la pluie. Si on fondait comme du sucre, j'aurais déjà disparu dans les égouts depuis longtemps. Évitez McDo et compagnie. » Alors là, Laurent lui a répondu à son commentaire « Le McDo, ça ne donne pas la grippe et courir ne l'empêche pas de nous attraper. C'est dans la nature de chacun tout simplement. Moi je vis, c'est tout et cela fait 5 ans que je n'ai pas vu de toubib. » René, lui, nous a donné un autre remède, mais il nous dit qu'il ne conseille pas forcément à tout le monde de le suivre. Il nous a écrit « C'est une consommation importante de Coca zéro. Apparemment, cela tue tout sur son passage. Les virus et autres bactéries n'ont qu'à bien se tenir et mes triglycérides sont dans la norme. »
Isabelle, elle, utilise de l'huile essentielle tous les jours. Et Jay nous a écrit « Pour ne pas tomber malade, il faut faire comme Monk dans la série, se nettoyer les mains toutes les minutes. » Et pour Hubert, l'astuce parfaite, c'est tout simplement de ne pas côtoyer la maladie. D'accord, bon, merci pour les petites astuces, je ne suis pas sûre qu'elles soient toutes très efficaces. Evelyne Firsion et Jean-Claude Cunin, on vous souhaite évidemment de ne pas choper la grippe en 2018, du coup cette saison. Donc vous, qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter à nos téléspectateurs ? Pour éviter la grippe, effectivement, moi je partage un petit peu l'avis de certains internautes de vivre sainement, de faire un peu de sport, de sortir. Et puis après, il y a une question de chance aussi. Hein. Et de manière générale, concernant les vœux de début d'année, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Alors là, très simplement, présenter évidemment mes meilleurs vœux à toute la population sarregueminoise et environnante, puisqu'on a le canton sous notre responsabilité et le territoire aussi. Et tout, voilà, très simplement, bonheur, santé et réussite. Jean-Claude Cunin, un petit mot de début d'année pour nos téléspectateurs. Oui, sans être trop banal dans les formules convenues, effectivement, de tout cœur, on parlait de la grippe. Je crois que le facteur essentiel qui nous permet de fonctionner dans de bonnes conditions, c'est la santé, c'est vrai. Puis on pense quand même, effectivement, au nombre de personnes démunies, parce qu'on le voit, le conseil départemental est aussi, justement, un peu aux côtés des gens en difficulté. Donc on souhaite à tous ceux qui sont dans la difficulté aujourd'hui d'affronter cette nouvelle année avec l'optimisme et l'aspect positif qu'il faut quand même conserver, je crois, par les temps qui courent. Alors on va parler effectivement de 2018, mais je voudrais d'abord qu'on revienne un tout petit peu sur 2017. En premier lieu, que vous me disiez, Madame Firtion, par exemple, vous en premier, quelles sont les actions départementales qui vous ont le plus marqué en 2017 ? Personnellement, puisque je siège dans la commission de l'enseignement et l'éducation, au niveau des collèges, il y a eu un grand déploiement au niveau du plan numérique avec des serveurs neufs qui ont été attribués à des collèges. Il y a eu 6 collèges qui ont été des collèges préfigurateurs avec l'attribution de tablettes. Alors, les 90 collèges du département, malheureusement, ne peuvent pas encore bénéficier de tablettes puisqu'il y a 40 000 élèves, donc ce serait quand même beaucoup. Déjà là, un déploiement de 15 millions d'euros justement pour ces collèges préfigurateurs, pour mettre en place ce réseau numérique et uniformiser un petit peu effectivement tout ce réseau avec des ordinateurs par la suite pour tous les collèges. D'ici à la fin du mandat, ce serait formidable, mais petit à petit, et dès qu'il y a des bénéfices qui sont dégagés, ce sera en priorité pour les collèges. Donc ce qui m'a marqué, c'est déjà ça, et puis aussi l'attribution des imprimantes 3D dans les 90 collèges de la Moselle. D'accord, donc vraiment les actions pour les collèges. Et vous, Jean-Claude Cunin, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors, on ne peut évidemment pas parler de toutes les actions départementales. Je sais que vous en auriez envie, mais non, c'est non. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2017 ? Alors, pour être dans le prolongement de ma collègue, je dirais qu'il y a quand même un plan important aujourd'hui qui s'appelle Moselle Fibre, le syndicat numérique donc, du département. C'est le déploiement de la fibre qui est prévu sur le territoire. C'est 175 000 prises prévues pour un investissement de quelques 200 millions d'euros, alors financé par l'État, la région, le département. L'enjeu numérique, donc ça rejoint un petit peu ce qu'expliquait Evelyne à l'instant pour les collèges, qui est un enjeu, à mon avis, éminemment important pour nos territoires. Et ensuite, je dirais, vous voyez, je continue déjà, tout le travail qui a été fait, il faut saluer là les services du département sur la nouvelle territorialisation des services, afin d'aboutir à plus d'efficacité, plus grande proximité. Alors, pour exemple, l'installation des centres Moselle Solidarité, nos maisons du département, qui regroupent toutes les thématiques d'accompagnement social, les unités territoriales techniques, qui viennent regrouper aussi nos services, que ce soit dans la maintenance des routes, mais aussi dans la maintenance des collèges. Et puis, je dirais, mais Evelyne en parlera peut-être aussi tout à l'heure, le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, puisque le territoire aujourd'hui de Moselle est divisé en 5 zones, en 5 territoires de proximité. Justement, Evelyne Firtion, vous étiez sur le plateau de Mosaïque il y a quelques mois pour parler de la féminisation dans le corps des sapeurs-pompiers. Alors c'était au mois d'avril et on en était à l'élaboration. On en est où aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret pour 2018 ? Tout à fait, ça progresse bien. Alors c'est vrai qu'à l'époque où j'étais venue la dernière fois sur le plateau, on avait mis au point un questionnaire qui était adressé à toutes les femmes sapeurs-pompiers, volontaires et professionnelles. Donc il y a eu des retours. Et ce qu'il en est ressorti, c'était effectivement la difficulté, parfois l'intégration un petit peu compliquée au sein des casernes, avec un milieu quand
même d'hommes et un petit peu macho de temps en temps, il faut bien le dire. Donc il y a eu un gros progrès au niveau de la communication par rapport à ces chefs de centre qui doivent accueillir les femmes dans les meilleures conditions possibles. Pour améliorer aussi, il y a les allègements des matériels de secours. C'est beaucoup moins lourd qu'avant et donc c'est accessible aux femmes aussi. Et puis des tenues un petit peu plus adaptées aux femmes. Et puis évidemment aussi organiser et mettre en place des vestiaires pour les femmes, ce qui n'était pas le cas dans toutes les casernes jusqu'à présent. Alors ceci dit, tout ne semble pas rose au sein du département, parce que quand on voit en parallèle hausse de taxes, baisse de subventions, on se dit que le département va mal en fait. Oui, il faut relativiser. Alors effectivement, je ne vais pas vous rechanter le couplet, la litanie des baisses de dotation. D'ailleurs, je tiens à dire qu'au passage, nous avons un représentant de l'État sur notre territoire qui, en tout cas, essaye de déployer au mieux les moyens qui sont à sa disposition, et ça se passe plutôt pas trop mal. Donc je ne voudrais pas en rajouter aujourd'hui, même si, effectivement, ça se traduit dans le budget du département par une perte de recettes de quelques 135 millions d'euros. 135 millions d'euros sur un budget à peu près de 850 millions d'euros. Aujourd'hui, quand on perd de l'argent, il y a deux solutions. Soit on trouve des niches d'économie, soit on trouve des recettes supplémentaires. Alors vous m'y amenez, un des leviers sur lequel il a fallu effectivement agir, ça a été l'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Voilà. Et c'est une augmentation, alors évidemment, c'est toujours... J'allais dire, c'est toujours mal perçu, c'est pas une mesure nécessairement populaire, mais elle était nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que dans les départements du Grand Est, on est le deuxième département à plus faible taux d'imposition. Donc on est parti d'un niveau qui n'était pas élevé, on augmente un petit peu, ça nous dégage quelques 15 millions de recettes d'investissement qui vont être réinjectées dans les deux territoires et donc sur l'économie de nos territoires. Ce qui n'empêche pas les contribuables de faire la grimace. Et puis 25 € par famille en moyenne sur une année. C'est à peu près le calcul qui a été fait, alors avec des variantes. Plus la part sur la taxe d'habitation qui a augmenté évidemment. Aussi. Mais qui va être supprimée, puisque l'État maintenant... Oui, pas pour tout le monde non plus. La population en bénéficiera quand même, puisqu'il y aura des investissements, justement, entre autres dans les collèges, on en profitera tous aussi. Oui. On s'interroge tout particulièrement en milieu rural. Le département était par exemple un partenaire historique des foyers ruraux. Et les baisses de subventions sont vraiment drastiques. Un désengagement qui limite laisse augurer la fin de pas mal d'activités dans certains villages. Alors vous leur dites quoi aux habitants de ces villages ? Non, je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de réduction, il faut redéployer. Parce qu'on vit, et ce n'est pas le département seul, on vit un petit peu un empilement des dispositifs d'aide. Et aujourd'hui, le travail du département, il consiste à coordonner sur des dispositifs, axer davantage sur les projets. Parce qu'il faut savoir, vous parlez des foyers ruraux, on a beaucoup de structures associatives, culturelles ou socio-culturelles qui bénéficiaient effectivement de subventions de fonctionnement. Aujourd'hui, on ne peut plus établir dans une pérennité ces subventions de fonctionnement, c'est vrai, parce qu'il faut avoir aussi une gestion réaliste, mais il faut travailler avec les structures partenaires autour de projets structurants. Et le financement se fera, c'est vrai, davantage sur des projets que sur du fonctionnement systématique. Donc il n'y a pas d'abandon, au contraire. Je crois que notre maître mot, que ce soit le président ou l'Assemblée délibérante aujourd'hui, c'est de dire « sauvons la ruralité ». Nous sommes très démunis face à une grande métropole qui vient de se créer, puisque la métropole de Metz, sur l'axe du sillon mosellan, vient maintenant d'être portée sur les fonds baptismaux. Il nous faut donc, nous, le reste du département est quand même essentiellement rural. Donc il ne serait pas bien de dire que le département aujourd'hui se désengage de la ruralité. Bien au contraire, d'ailleurs on parle beaucoup au département des zones comme le Saulnois. J'ai parlé tout à l'heure du déploiement de la fibre, parce que ça, l'enclavement des territoires, il faut lutter contre, y compris par l'accès au numérique pour le plus grand nombre de communes. D'ailleurs, le président se déplace régulièrement pour inaugurer des prises dans les communes du département et pas les plus importantes. Donc, il y a cette nécessité. Et pour les structures, il faut rassurer, il faut du dialogue, il faut du partenariat. Moi-même, qui suis actuellement en charge de la culture, j'ai rencontré récemment quelques structures qui avaient effectivement subi une baisse de subventions. On a pu rebondir, si j'ose dire, sur des projets structurants, parce qu'il existe des dispositions, des appels à projets sur lesquels on est tout à fait prêt à accompagner. D'accord. Autre gros projet 2018, le département lance la marque Moselle. Alors c'est quoi ?
On en saura un petit peu plus après les vœux du président vendredi prochain avec justement la présentation de la marque Moselle. Mais on veut justement se démarquer dans cette grande région Est avec l'Alsace qui est quand même très connue pour toutes ces marques justement qui est plutôt... le logo c'est le bretzel rouge, hein, c'est ça. Donc nous on va essayer de se démarquer un petit peu de ça et puis que la Moselle ait sa place aussi dans cette grande région. Et on est là et on voudrait le faire savoir. Donc on en saura évidemment un peu plus avec la présentation, mais on veut simplement montrer qu'on existe. C'est pas forcément très constructif ça au sein de la nouvelle région Grand Est. Alors non, il faut pas le percevoir comme ça parce qu'il y a la volonté effectivement d'afficher une marque Moselle, une présence de la Moselle. Il faut quand même rappeler que sur les quelques 5 milliards d'habitants de la grande région, nous représentons quand même un peu plus d'1 milliard. Donc un département qui représente 1/5 du territoire, qui est quand même maillé au niveau, j'allais dire, de l'activité, avec des départements par ailleurs qui sont beaucoup plus désertifiés, a, je crois, son rôle à jouer à côté effectivement d'une Alsace qui est quand même très présente et c'est très bien comme ça, qui au niveau de son attractivité a su faire depuis déjà de nombreuses années, mais il faut aussi que la Moselle, je dirais la Lorraine de façon plus générale, avec les départements qui l'accompagnent, affiche aussi, je crois, son identité un peu plus forte, parce qu'on sait bien le déficit d'image. On a encore vu les dernières statistiques qui montrent une baisse de population, une baisse démographique. Je veux dire, si on ne joue pas sur une attractivité, on ne gagnera pas le pari, j'allais dire, de la remontée et j'allais dire, de la vitrine que peuvent être nos départements, notre Grand Est. Donc c'est pas un jeu solitaire, on joue pas perso, mais il y a cette nécessité quand même d'afficher à côté d'une Alsace, il faut le dire, qui a su faire, je le disais tout à l'heure, tout à fait pertinemment, avec des atouts touristiques indéniables, une mise en valeur, je crois, des atouts que nous possédons en Moselle, et ils sont réels. Et donc, on lance une marque. Dernière question, si on avait un seul à citer, quel est le projet du département pour 2018 qui vous tient le plus à cœur ? Alors, pour ma part, ce sera au niveau du SDIS. On a lancé un blog depuis peu pour les femmes sapeurs-pompiers. Donc, je vais déjà donner l'adresse, femmesapeurs-pompiers.wordpress.com, qui sera accessible, enfin, qui est déjà accessible à tous, justement, où de temps en temps, j'édite des articles, puisque je suis déléguée, enfin, ambassadrice de la féminisation au sein du SDIS, avec des témoignages, et justement, dans le but de faciliter le recrutement des femmes, qui, pour l'instant, ne représentent que 16% des sapeurs-pompiers, 3% au niveau professionnel. Alors chez les jeunes qui nous montrent l'exemple, puisque les JSP représentent, enfin c'est entre 12 et 17 ans, là pour l'instant c'est 30%, donc on espère que ça progresse un petit peu avec la mentalité que les jeunes peuvent avoir et la facilité à s'adapter. Donc effectivement recruter un maximum de femmes et puis développer. Donc ce blog justement va être présenté, j'ai été invitée par la sénatrice du Haut-Rhin, Catherine Trundlé, qui est présidente du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires au Sénat. Et on a une rencontre là qui est organisée parce qu'elle est très curieuse de savoir comment fonctionne notre blog. Et apparemment, on est précurseur au niveau du département de la Moselle. Ben oui, et puis c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge. Et puis on espère justement porter notre voix de la Moselle, entre autres, et puis développer, pourquoi pas faire développer ça au niveau national. D'accord. Et ben on en reparlera en fin d'année. Oui. Et vous, Monsieur Cunard, quel est le projet qui vous tient le plus à cœur pour 2018 ? Le projet, c'est difficile. Le dispositif, j'allais dire, je crois qu'il faut qu'on poursuive, alors on ne l'a pas évoqué dans cet entretien, notre accompagnement au territoire, parce qu'il existe un dispositif aujourd'hui qui fonctionne pas mal, malgré les réductions que vous évoquiez tout à l'heure, qui s'appelle l'AMITER, c'est l'aide mosellale à l'investissement des territoires. Il faut savoir que dans les financements globaux, dans les statistiques qu'on a pu établir, on représente à peu près 39% sur les parts de financement des projets. Donc continuer cet accompagnement des territoires aux côtés de nos maires, évidemment, des cantons et ruraux, effectivement. Et puis, j'allais dire, mais ça ne nous concerne pas, sortir de l'image peut-être d'un grand centre départemental d'action sociale, c'est une compétence importante des départements, mais il faut aussi que l'État, à un moment, reprenne un petit peu fasse sien la prise en charge du RSA, la prise en charge des mineurs non accompagnés ou les allocations d'insertion solidarité. On attend ça de façon très forte. Ça a été voté par une motion à la dernière Assemblée des départements de France en octobre dernier. Il faut que les départements, qu'on vienne un peu au secours des départements, parce qu'effectivement, vous le disiez, si on continue comme ça, on pourra perdre cet échelon de proximité qui nous paraît indispensable dans les grandes régions qui sont nées récemment.
et ce n'est pas ce qu'on vous souhaite pour 2018. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.